Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous qui nous suivez de par le monde, merci d'être parmi nous et merci pour votre fidélité. Ce soir, nous recevons sur notre plateau M. Vincent de Paul Fotso, l'un de nos compatriotes qui vit en Suède, un combattant, qui est sur notre plateau aujourd'hui pour nous parler de son combat des victimes des expulsés du quartier Nilon à travers son association qui mène depuis près de 22 ans. Monsieur Vincent de Paul, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Nouma. Comment allez-vous? Assez bien. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler des 502 familles qui sont mises dehors au Cameroun depuis 1987. Ces Camerounais vivent dans la rue, expulsés de leur maison. Malheureusement, ils n'ont ni été indemnisés, reçu aucune indemnisation du peuple du gouvernement camerounais. Que dites-vous à ce sujet pour qu'on puisse vous comprendre, pour toutes celles de ceux qui ne connaissent pas l'histoire? Est-ce que vous pouvez leur raconter ce qui s'est passé? Avant de répondre à votre question, permettez-moi, M. Nouma, de vous remercier pour le combat que vous menez ici aux États-Unis pour la vérité et la justice. La deuxième des choses, je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage aux victimes de l'expulsion forcée de la zone Nilon, ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui sont devenus fous et ceux qui sont encore sur le terrain en train de misérer. J'espère que le message est passé, l'hommage est passé. C'est triste, en tout cas, il faut le reconnaître, que des familles comme ça se retrouvent dans la rue. Nous allons regarder ensemble avec vous le documentaire que vous avez filmé. Je tiens à rappeler ici aux compatriotes d'être tolérants, d'être indulgents. Les images ne sont pas très bonnes, hein, avouez-le, mais nous allons faire avec. Je vous invite à regarder ces images des expulsés du quartier Nilon. Regardons. Mon nom c'est Takoukam Jean-Claude, né le 24 décembre 1940 à Bameka. Pourquoi avez-vous quitté le quartier Nilon-Brazzaville? Je suis quitté Brazzaville parce qu'on nous avait détruits. On nous avait détruits et nous n'avons plus de l'endroit pour rester. Et nous habitons sur la rue même avec mes enfants. Alors qu'attendez-vous donc de l'État ou de la Maïchu après cette destruction abusive? Moi je crois que si l'État pouvait nous aider pour que moi et mes enfants viennent au moins habiter une petite construction, si l'État m'aidait, je serais très bien. Okay, donc vous tendez la main à l'État ou à toute personne capable de vous apporter de l'aide? Nous attendons l'État. À n'importe qui peut nous aider pour nous sauver de cette miracle. Mais vous avez combien d'enfants aujourd'hui, Papa Claude? Dieu m'a donné 8 enfants. Est-ce qu'ils ont fréquenté normalement depuis le déguerpissement? Est-ce qu'ils ont fréquenté normalement? Ils se défendent de leur part. Mais ils ont suivi une scolarité normale? Vers la fin, quand je ne travaille plus rien, les autres sont déjà à la maison avec moi, ils ne fréquentent plus. Par manque d'argent pour les continuer à l'école. Bon, Papa Claude, merci. Merci. On reviendra vers... En 87, on nous a détruits. Pas même un franc pour nous donner que faites ici là. Depuis 87 que je suis quitté chez moi, je m'en vais ici, je fais 2 jours qu'on me lance ça. Depuis 87 avec mes enfants. Jusqu'ici, même le gouvernement ne nous a rien donné. Rien comme un franc. Nous sommes comme ça là. Aujourd'hui, nous habitons ce côté-là. Demain, on nous chasse pour nous lancer ailleurs. Est-ce que vous avez été aidé par le gouvernement camerounais? Rien, zéro faute. Jamais on ne nous a rien donné depuis. Quand vous avez pris contact avec le gouvernement camerounais, qu'est-ce que le gouvernement vous a répondu? Le gouvernement n'a rien dit. Et avec la Maïtu, est-ce que la Maïtu a pu vous apporter une assistance? Maïtu n'a rien donné aussi. Rien. Alors, quelles sont vos difficultés? Et puis encore, j'avais avancé même $1 à Maïtu, numéro 617. C'est toujours là. Quand ce temps-là, je n'avais pas un sou pour continuer parce que mes enfants fréquentaient. Jusqu'ici, moi je sais comment je peux le faire. Alors, qu'est-ce que vous attendez donc
Qu'est-ce que vous avez besoin comme aide? Je veux qu'on nous aide pour que nous puissions avoir quelque chose pour nous construire encore. Non? Oui, je suis né en 1947. En 1947. Le nom? Je me nomme Tankam Joseph. Pourquoi avez-vous quitté le quartier Brazzaville? Le quartier Brazzaville, j'ai quitté. La Manture nous avait donné l'avertissement qu'ils vont détruire la route, qu'ils vont détruire les gens pour avoir une grande route. Puis nous étions les gens de 20 mètres. La Manture est venue nous détruire pour la faire de 20 mètres. Pour rien. Le 20 mètres n'a jamais été la route. Et revendre encore les places aux autres. Bon, il a revendu la place à une autre comme ça. Nous sommes partis, il nous a placés aux zones de reclassement. On a fait la vente d'argent aux zones de reclassement, donc la vente d'argent. Puis, moi, Tankam Joseph, j'ai fait aux zones 15 ans. Avec mes enfants, j'ai encore revendu la place à un autre client. Je suis allé au parquet, j'ai discuté au parquet jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu suite. Vous discutez par rapport à quoi? Je discute parce que la manature, il m'a classé, puis je me suis construit quelque chose de provisoire, il m'a encore détruit. Okay. Ils ont menti votre souffrance. Oui, ils ont encore menti la souffrance. Ok. Oui. Comment vivez-vous aujourd'hui au quotidien? Comment passez votre vie quotidienne maintenant? Maintenant, je ne force rien maintenant. Le temps que nous sommes, je ne travaille plus. Je baille avec les enfants. Mais on a l'impression que les enfants ont fréquenté normalement depuis que vous êtes parti. Non, les enfants fréquentent. Les enfants ont fréquenté. Ça. Je baille maintenant comme ça. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'État ou bien de la manature pour être dans les bonnes conditions? La manature c'est l'État. La manature c'est l'État. J'attends la manature. S'il me place encore dans certains coins, moi je veux prendre pour rester avec les enfants. La manature c'est l'État. Et c'est nos frères qui font tout ça. C'est nos frères qui font tout ça. Moi j'ai fait l'affaire jusqu'à faire un avocat pour cette affaire pour m'a détruit la zone de reclassement. Mais je n'ai jamais vu suite. Moi j'étais en baisse, je n'ai pas encore continué l'affaire. Est-ce que certains parents parmi vous sont encore vivants? Est-ce que certains sont encore vivants parmi vous? Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts. Ça reste rien quelques têtes. Pourquoi ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts grâce à la misère et la souffrance? Pas les soucis. Pas les soucis même. Pas les soucis. Ils sont morts par les soucis. Je vous remercie de pouvoir prendre notre problème comme votre part, suivant ce que je vous ai compris dire depuis. Nous sommes des sinistrés abandonnés. Abandonnés dans quel sens? La maladie est venue dans la zone Nilon, comme vous avez compris. On a évalué nos maisons. Le gouvernement a envoyé une commission descendre sur le terrain pour évaluer nos maisons, dire la valeur de nos maisons. Alors, on nous a même dit de casser. C'est sûr qu'on va nous remettre une autre terrain, tout les moyens pour construire. On a fait. Arrivé ici sur le terrain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné un peu la terre sur certaines rues, mélangé avec le noir. Après 6 mois, il n'y avait plus rien. Écoutez l'escroquerie du Cameroun. Écoutez bien l'escroquerie. Ils tournent la terre avec un peu le noir, le goudron noir. Après 6 mois, il n'y avait plus rien pour nous vendre cher le terrain. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du problème de 4500 francs le mètre carré. Non, nous avons payé même jusqu'à 10 000 francs le mètre carré. Parce qu'on nous a mis un peu devant nous, un peu le faux goudron, pour dire qu'on est sur une zone commerciale, va être ici, patata. Bon, quand on est arrivé, on nous a imposé un prix qu'il fallait payer avant d'obtenir le terrain. Les gens sont battus pour payer. Beaucoup de gens n'ont pas eu moyen pour payer, tout à fait normal.
Parce qu'il y avait les veuves, il y avait tout le monde. Ils n'ont pas eu moyen pour payer. Sinon, ils ont un peu avancé. Ce qui m'a choqué jusqu'à nos jours, que je suis malade, c'est parce que ces pauvres gens qui ont avancé l'argent, on a encore répandu à nos jours aux hommes riches. Revendre les terrains qu'ils ont avancés, plus de 600 000, 400 000. On revend maintenant aux hommes riches. Et les amène au tribunal. Il y a des cas, je suis dans la cité, il y a des cas qui sont au tribunal. Et on risque même de menacer, prendre ces terrains pour donner aux hommes riches. Et on oublie que ces pauvres jeeps, on les avait cassés quelque part. Alors nous, on est arrivé sur le terrain. On a fait des efforts pour payer pour certains, ceux qui avaient un peu de moyens. Ceux qui n'en avaient pas, beaucoup sont même morts, sans arriver même ici, parce qu'il fallait payer. Si vous ne payez pas, vous ne devez pas être venus ici. Alors nous, certains un peu qui ont payé, on arrive, on fait sensiblement 4 ans sans l'eau et sans lumière dans l'obscurité. Imaginez-vous qu'en nous vendant jusqu'à 10 000 francs le mètre carré, on nous disait que sur le terrain, vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez les routes. On nous a mis dans l'emballage comme ça. On nous a tourné comme ça. On arrive sur le terrain, on voit un peu la tête tourner avec le goudron, on dit oh c'est le goudron, on paye. 4 ans sensiblement, sans l'eau, sans lumière. Un jour je me suis dit, chez moi j'avais l'eau, dans ma cassette était égale, j'avais l'électricité. Pourquoi je vais vivre à mon âge encore comme l'ancien temps? Je me suis battu. J'ai appelé le voisin. J'ai dit, voisin, on va faire comment? Moi, je suis prêt. Qui est l'eau? Au moins ici. Ils ont dit, si tu peux. Je me suis battu. Où j'ai eu l'eau. On a eu l'eau, puisqu'il y a l'eau limitée loin ici en haut, à cette période-là. Bon, je me suis battu, vous avez ce document, vous pouvez vérifier après. Je me suis battu personnellement avec quelques voisins volontaires. On a trouvé un bref du temps. Plus de 5 millions de francs. Où on a fait une essence, on a réfléchi comment on va faire pour s'en sortir. Dernièrement, on s'est encore réunis pour trouver une solution pour nos problèmes. On a fait cette requête où on a envoyé, on a déposé aux députés jusqu'au ministre. Donc, je vais vous faire une copie. On a essayé aussi de voir certains dégrépis, puisqu'on ne devait pas en avoir beaucoup. Ce qu'on a pu mettre la main, on a quand même pris là. Parce que la liste de présents qu'on est en train de faire, là, on va avoir peut-être 50 personnes, alors qu'ici on a plus de 200 personnes. Même ici, de 200 personnes, c'est à peu près ce qu'on a mis la main. Si à vérifier, on doit dépasser même plus de 1000. Mais le dossier quand même se trouve là-bas. Ça, c'était seulement une façon pour réveiller les gens qui dorment, que peut-être ils peuvent penser à nos problèmes. Puisqu'on a déposé à tous les députés, et au ministre et à la délégation ici. Là, je vais vous laisser une copie, je vais vous laisser les copies, et vous allez vous-même feuilleter. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que ce qui est encore marrant, on nous avait prévu les parkings un peu partout. La même marature est en train de revendre le même parking. Alors, ça veut dire quoi? Le problème qui est encore d'arriver, le problème qui est actuellement arrivé à quoi? Où on cherche, où on fait le deuil, on cherche même les zones à casser, on ne trouve pas. Ça va nous arriver d'ici peu. Parce que tous les parkings qu'on avait réservés, le même marature est en train de revendre. Et quand il revend, on cherche à revendiquer, il dit que ce n'est pas votre problème. Alors, je vous dis vraiment, on est déçus. Nous sommes déçus. C'est regrettable. Et tout à l'heure, comme je vous avais parlé, le problème d'eau, cette eau a coulé à peine 4 ans que c'est arrêté. Donc, depuis 10 ans, nous sommes sans eau ici. Il n'y a aucune goutte d'eau qui coule. Et attention, chaque fois qu'ils viennent nous donner la facture pour payer le lait qu'on a. Il y a de cela 1 an que j'ai demandé s'ils passent devant moi, je vais les couper la tête parce que c'est le vol organisé. Une goutte d'eau ne coule. Et ils viennent prendre 1200 tout le mois.
Et c'est quand même malheureux. On nous avait obligés, on a les toilettes internes et on n'a pas l'eau. Ça vous dit vraiment dans le moment où on est dans les misères. Nous sommes dans les misères, malgré les efforts qu'on avait fait pour avoir cette eau. Donc, monsieur, vraiment, voilà là encore les documents que je vais vous faire encore. Vous remettre. Ils ont plus de 1000 mètres d'eau. Après 4 ans, comme on buvait que l'eau de source, l'eau de puits, quoi. Et que ça nous donnait la maladie. Après 4 ans, bon, il fallait faire un effort pour trouver l'eau. Bon, je me suis débattu avec des copains, les voisins, où ils m'ont donné, on a cherché un groupe, on a fait un groupe, et on a obtenu 5 millions, où on a fait 700 d'eau. Attention, la maladie nous a sommés que nous n'avons pas droit, qu'on a gâté le bien de l'État, qu'on n'avait pas le droit de chercher l'eau, nous-mêmes pour boire. Or, on est descendu dans les bureaux, on a dit merde. Donc vous voulez notre mal, parce que quelqu'un qui a soif, il boit l'eau, il boit, vous l'empêchez, donc vous voulez vraiment notre mort. Et on lui a donné un ultimatum que si jamais on va conclure les œuvres, si vous nous dépendez, nous, on va déménager pour venir habiter la maladie. Ils ont compris, ils ont laissé continuer, et on a eu l'eau. Je vous ai dit 1000 mètres. Et bien fait, hein, avec vous avez le plan, tout est signé, c'est officiel, c'est normal. Bon, on a eu l'eau. Ils ont compris que ce qu'on faisait, c'était leur travail. Qu'ils n'ont pas fait, et on est en train de faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont adressé une lettre pour me remercier et me nommer comme un meneur d'homme de la cité. J'ai les lettres. Alors, vous me flattez quoi. Je vous dis alors que, monsieur, franchement, on a eu l'eau. Après, on était toujours dans la sécurité. Le combat devait conduire. Je me suis encore battu. Je suis allé à la délégation où j'ai vu 8 chefs de service différents. Un jour, ils ont compris mon problème. Alors, ils ont dit, monsieur, un jour, je faisais la réunion comme ça, je suis rentré. Justement, je suis rentré, je ne sais pas pourquoi le gardien m'a même laissé rentrer. Bon, c'est Dieu qui a voulu peut-être. Quand je suis entré, ils ont dit oui. Chacun a dit oui, ce monsieur, depuis il marche ici pour le problème de machin. On dit non, on ne peut pas résoudre son problème parce qu'il faut 1 an. Ils m'ont posé la question. Est-ce que, c'était en 90 lors de Villemorte, est-ce que vous pouvez, on peut vous donner la lumière, vous faites 1 an avant de commencer à payer? Je lui ai dit non, c'est très facile. Il dit vous avez fait comment? Je dis on va aller s'organiser en association. On va faire les cotisations, on va garder un peu, finalement on va le faire. Ils ont compris que vraiment ce que j'avais dit c'était normal. Alors, ils ont envoyé une équipe de 3 personnes. Ils ont fait 3 mois sur ma table. Tous les midis, je les nourrissais. Pour électrifier partout ici à la cité. Il y avait des maisons, quand j'arrivais là-bas, on me chassait, on croyait que j'étais actionnaire. Je posais que mon acte. Et on a électrifié toute la zone. Et on a lavé la lumière. Tout ça, le travail de la maladie, qui n'a pas fait. Parce qu'on a vu que si on t'abandonne, tu ne dois pas t'abandonner. Alors on a fait ça. Et finalement, bon, on a eu l'eau et la lumière. Sans problème. Alors, monsieur, ce qui est bizarre, ce qui est malheureux, c'est l'escroquerie pure et simple. Quelqu'un qui vous vend un terrain cher, le mètre carré de terrain urbain, au Cameroun, n'atteint pas 10 000 mètres carrés. L'État ne facture pas 10 000. Mais on nous a facturé ça. Encore que les gens déguerpissent, sans dédommager. Bon, on est là, on se bat, on a écrit jusqu'au ministre, on a encore écrit pour dire mais on en est où avec ce problème. Si aujourd'hui vous êtes avec nous et que vraiment vous pouvez nous aider, pour moi ça fait vraiment la bienvenue parce qu'on est bloqué. Vous savez, au Cameroun, le Cameroun est ce que nous connaissons. On nous abandonne comme ça. Et vraiment, je crois que si vous êtes là aujourd'hui et que vous pouvez nous aider, ce serait la bienvenue. Merci. Avec cet argent, plus de 600 000 que j'avais avancé dessus.
Ça reste à la moitié. On est toujours dans la misère. Jusqu'à aujourd'hui. Depuis le 87 là, on nous avait vécu. Je ne suis jamais tranquille. Vu qu'on est arrivé ici, on a tant souffert. On a tant souffert. Il n'y avait même pas de l'eau ici. Mais en venant ici, on nous disait qu'il y a les routes tracées, la lumière, l'eau. Quand on est arrivé ici, il n'y avait rien. On quittait ici pour aller loin là-bas au marché de Colinton, là, avant de prendre un peu quelque chose qu'on peut manger. On est arrivé ici. En ce temps-là, qu'on nous avait détruit, mon mari ne travaillait même plus. On l'avait enlevé du service. Et puis nous, on est venu ici, on nous demandait de payer le terrain ici. On avait quand même avancé, mais on avait fini. Après, il a eu sa maladie qu'il a eu là. Il a souffert pendant peut-être 1 an, 7 mois comme ça. Il a rendu l'âme. Et depuis la souffrance, depuis le jour-là, moi, je suis toujours en train de souffrir avec les enfants. Vous avez combien d'enfants? J'avais 7, un était mort. Je suis arrivée ici, le premier était mort. Ils vivent toujours dans la ville de Douala ou bien... Ils sont ici, seulement une qu'elle est à Kumba. Celle qu'elle est aussi arrivée ici, elle est malade. Donc chaque fois, je ne suis jamais tranquille à cause d'elle. Parfois elle est à Kumba, parfois elle est ici, étant souffrant. Comment les enfants ont fréquenté depuis? Les enfants ont bien suivi l'école depuis ou bien... Non, le grand qui avait eu son bac l'année prochaine là, son père a été malade et vu comme moi-même je ne fais rien, il ne fréquentait plus. C'est maintenant qu'il s'est débrouillé pour payer sa moto là, qu'il a encore continué à faire son école. Et la petite dernière là, avait fait son BPC cette année et les autres ne fréquentent plus. Donc ça veut dire que depuis 22 ans que vous êtes parti de Brazzaville, votre vie n'a pas changé. C'est de la souffrance. C'est toujours la souffrance. Moi-même, je sors ici comme ça, je n'ai pas au marché central mais débrouiller. Des fois, je rentre sans vendre. Vous vendez au commerce central? Je vends les bouteilles comme ça, derrière le marché central, là où on vend les casses. Les bouteilles de quoi? N'importe quelle sorte de bouteilles. Vous ramassez, vous vendez? On vient nous vendre. Est-ce qu'on ramasse ou pas? Donc vous n'êtes pas à l'abri des maladies, c'est ça, c'est vrai. Les bouteilles qu'on ramasse, on vend, c'est des bouteilles qui peuvent être intoxiquées. Mais on vient nous vendre. Nous, tu vas faire comment? Nous, on ramasse ça. Ils viennent ramasser, ils viennent nous vendre. Nous, on lave pour revendre. C'est ça. J'ai vu une fille, Baham, elle a le doigt comme ça que cela a donné. Ça ne finit pas. Voici même pour moi. Je suis entrée là-bas avant que ça m'a débuté. Ça donne des maladies. Ça donne des maladies. Vous voyez, ça sont tués sévices corporels vous avez subi après le déguerpissement. Elle a laissé. Si vous avez vécu à Brazzaville depuis et tout, ça ne serait pas peut-être comme ça. Oui, ça c'est vrai. C'est toujours le risque de déguerpissement. Vraiment, merci. Hein? Merci. Le nom n'est pas le nom. Hein? Mon nom? Oui. Mon vrai nom? Oui, le vrai nom? Je m'appelle Mogia Nessimo Dorothée. Madame? Mogia Nessimo Dorothée. Nessimo Dorothée. Oui. Ah, ok. Votre mari est mort à quel âge? Il est mort C'était en 2000. Non, il demande son âge. Son âge. Il est mort à quel âge? Il est mort même comme ça. Ah, ouais, bon, nom, c'est dans les 60, disons 65 ans. Hein. Oui, il doit avoir 65 ans. 65 ans. Donc il n'a vraiment pas eu le temps de vivre avec ses enfants. Parce que les enfants n'ont pas bien fréquenté et tout ça. C'est ahurissant quoi. Nous, on est arrivé ici, comme il ne travaillait plus là. Le premier avait eu un mal qu'on a seulement lancé sur lui. On s'est débrouillé n'importe comment. L'enfant avait 23 ans. Il est mort. Dès que nous sommes arrivés ici, c'est la première victime qu'on a eue là. C'est alors qu'on a crié le tout chaud.
En regardant ces images que je trouve tristes, c'est impensable que cela se passe chez nous au Cameroun. Les conditions de vie de nos parents, nos compatriotes, ça me fait personnellement mal, je vais vous l'avouer. Mais vous qui êtes régulièrement au Cameroun, comment pouvez-vous expliquer ces conditions de vie? Les conditions de vie des victimes, c'est vraiment assez déplorable parce que les victimes sont délaissées à eux-mêmes. D'autres vivent en dessus du seuil de $1 par jour. Et certains se trouvent dans la rue parce qu'ils n'ont même pas où passer une nuit. Ils sont sur la pluie et le soleil. Et ça depuis combien de temps? Depuis 1987. Et le gouvernement camerounais, toutes les démarches que vous avez entamées sur le terrain à travers votre association, à travers votre combat, que je connais efficace, ça n'a toujours rien donné jusqu'à ce jour. Malgré toutes les démarches et les lettres que nous avons déposées auprès de la présidence de la République, auprès du ministère des Finances, à la MAITU, auprès du directeur du Crédit Foncier, ça n'a jamais abouti. Ils gardent un silence autour de toutes nos lettres. Nous nous demandons parfois si vraiment nos lettres arrivent à destination. Est-ce que vraiment le président de la République est vraiment informé? Justement, parlant du président de la République, je crois que vous nous avez parlé du décret qui avait été signé par le président de la République pour l'indemnisation des victimes dont vous en faites partie. Alors, que s'est-il passé puisqu'il y a eu un décret? Ça n'a pas été suivi des faits. Que s'est passé depuis ce temps-là? Vous avez le décret qui a été signé par le président de la République, je pense. Oui, effectivement, il y a eu le décret de 1990 qui était prévu pour l'indemnisation des victimes. Je vais essayer de vous paraphrer quelques lignes. Décret 90-219 du 6 février 1990. Il est alloué aux personnes ci-après désignées victimes de destruction des biens lors des travaux du deuxième projet de développement urbain de Douala une indemnité de 1,406,317,115 francs CFA. Malgré ce décret présidentiel jusqu'à nos jours, les victimes sont restées abandonnées à eux-mêmes. Personne ne parle de ce décret. Vous avez écrit au ministre du Domaine aussi. Le ministre du Domaine, en dehors de la lettre du ministre des Domaines de l'époque, il y a aussi eu les décisions de la Cour d'appel du littoral qui vous donnaient gain de cause. Jusque-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça n'a pas... Oui, effectivement, nous avons écrit au ministre des Domaines et Affaires foncières en 2012. Il nous a répondu positivement de contacter le ministre des Finances et le directeur général du Crédit Foncier. Et nous l'avons fait en 2012. Et depuis 2012 jusqu'à nos jours, Monsieur Jean-Marie Paul Missy, le directeur général du Crédit Foncier, est resté silencieux. Et nous avons également contacté la MAITU aussi. Le directeur de la MAITU est resté silencieux. Et jusque-là, avec tout cet argent, rien n'est revenu aux victimes, aux expulsés de Milan? Malheureusement, l'argent qui devait être destiné aux victimes a été utilisé à d'autres fins. Donc, la MAITU et le Crédit Foncier, le ministre des Finances, ils sont complices de toutes les manipulations. Donc, ils ont dû utiliser les fonds à d'autres fins. Et les victimes sont restées dans la condition misérable jusqu'à nos jours, dans un projet qui a été financé à 54,7 millions de dollars. En vous écoutant et en regardant les papiers, comme vous le savez, notre émission, nous ne parlons pas des choses sans preuve. En préparant cette émission, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui n'avaient jamais habité la zone Nilon, mais qui ont quand même réussi à bénéficier de l'eau qui était destinée aux expulsés. Comment est-ce que vous expliquez ça? Vous avez ce nombre de documents? Oui, si vous me permettez, M. Nouma, je peux le lire, le document, parce que... Oui, en fait, il s'agit de M. Kenye lui. Le conservateur foncier du Vouri, sous-signé, certifie que l'immeuble urbain non bâti d'une superficie de 220 mètres carrés, 6 au lieu zone Nilon, quartier Bassa, Douala 3e, objet du titre foncier 25 252 du département du Vouri,
établi le 30 septembre 1996, volume 127, appartient en toute propriété à M. Kenyelui, commerçant demeurant à Nebel, né vers 1928 à Bamedjou. C'est-à-dire, ce monsieur vit à Nebel, mais il se retrouve aujourd'hui qu'il est propriétaire d'un lot du côté qui était peut-être destiné à l'une des victimes des expulsés, pendant que les expulsés n'ont rien. Oui, effectivement, c'est cette manipulation, cet abus qui a eu lieu sur le terrain. Les victimes qui vivaient en bordure du boulevard de la zone Nilon, ils ont été expulsés à tort parce que les terrains ont été revendus aux hommes riches qui ont donc dû construire des immeubles. Je vous prends par exemple l'exemple de M. Gochinche Sylvestre, le propriétaire de la poissonnerie Congelcam, et de M. Maître Toussi Nestor. Donc ils sont nombreux qui sont venus s'installer à la zone Nilon et nous ne savons pas de quel coin ils sortent. Pourtant, ils n'étaient pas bénéficiaires, ils n'avaient jamais vécu là, à la zone Nilon. Ils n'ont jamais vécu à la zone Nilon. Pour que toutes celles et ceux qui nous regardent, à quoi consistait ce projet exactement? Le projet de la zone Nilon, ça consistait à faire quoi? Il a été financé à hauteur de combien? C'était quoi le projet exactement? Pourquoi ces gens ont été expulsés de chez eux, de ce qui leur était, où ils habitaient pour certains depuis 1950 ou 1960? Quel était le projet exactement? Il consistait à quoi? À partir de 1983, on nous avait informé que la zone Nilon devait être utilisée pour utilité publique et il y avait eu un décret du ministre de l'Urbanisme à cette époque-là. Le but du projet, c'était la réhabilitation et l'aménagement de la zone Nilon, la construction des écoles, d'une route bitumée, des établissements de santé, la création des drains, des caniveaux et l'amélioration des conditions de la vie des personnes qui habitaient la zone Nilon, parce que la zone Nilon était une zone marécageuse et boueuse. Et ensuite, il y avait une partie du projet qui consistait à la rénovation des bâtiments non touchés. Mais au départ, nous n'avons pas compris de quoi il s'agissait. Quand nous avons vu des individus, après quelques années, venus construire des immeubles, 3, 4, 5, 6 niveaux, mais nous avons compris plus tard, quand nous avons reçu la lettre de la conseillère fédérale SUS, qui nous expliquait que dans le projet, il y avait une partie qui était prévue pour la rénovation des bâtiments non touchés. Donc nous avons compris que la maïture et le crédit foncier ont donc voulu jouer sur la psychologie des bailleurs de fonds. Voilà pourquoi ils ont donc vendu les terrains qui étaient en bordure du boulevard aux hommes riches pour faire croire aux bailleurs de fonds qu'ils avaient renouvelé les bâtiments. Mais si vous allez à la zone Nilon aujourd'hui, M. Nouma, vous allez voir des beaux bâtiments en bordure du boulevard, mais ces beaux bâtiments en bordure de boulevard cachent quelque chose. Si vous allez derrière ces bâtiments, vous allez trouver des bidonvilles. Parce que le projet a été détourné. Les fonds qui étaient destinés pour rénover les bâtiments des victimes qui sont restés, on les a utilisés ailleurs. Donc, vous allez dans la zone Nilon, c'est vraiment impraticable. La zone est boueuse, vous ne pouvez même pas poser vos pieds dans un projet qui a été financé à 54,7 millions de dollars. Quand vous parlez de 54,7 millions de dollars. Ok. Quel était l'apport de la Banque mondiale? Elle a financé exactement à combien? La Banque mondiale a financé le projet à 20 millions de dollars. Et la coopération suisse avait financé 2,4 millions de dollars, vu que la coopération suisse voulait améliorer la condition de vie des victimes. La coopération suisse et la Banque mondiale n'ont jamais voulu que les gens se retrouvent dans la rue
ou bien que les gens meurent ou deviennent fous dans un projet qu'ils ont financé. Parce que nous sommes clairs là que les directives opérationnelles de la Banque mondiale et leur politique, même de la DDD-SUS, ne voudraient pas que les gens en souffrent dans un projet financé par la DDC et la Banque mondiale. Mais la MAITU et le Crédit foncier, ils ont donc basculé à côté de la feuille de route. Si vous allez même voir les documents d'évaluation de la Banque mondiale et ensuite le protocole d'accord que la Banque mondiale a signé avec le gouvernement camerounais, il est bien y compris que le gouvernement camerounais responsable, c'est-à-dire le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, la MAITU, ils étaient des responsables pour que les victimes en bénéficient d'un recasement et de l'indemnisation. Mais imaginez-vous, M. Nouma, que ce qui rend encore la chose beaucoup plus cruelle et inhumaine, c'est qu'ils viennent encore vendre les parcelles de terrain qui étaient destinées aux victimes dans la zone de recasement. Pourtant, le président de la République, soucieux et conscient de son peuple, avait donc, par décret présidentiel de 1987, publié un décret qui autorisait l'indemnisation des victimes. Oui, et de titrer. La zone de recasement a été titrée. 279 hectares de terrain ont été titrés par décret présidentiel dans la zone de recasement, dans le but, effectivement, d'améliorer la condition de vie des victimes. Malheureusement, jusqu'à l'heure actuelle, rien n'a été fait. Rien n'a été fait, malgré tous les efforts du président de la République, parce qu'il n'a pas voulu que des nobles Camerounais, citoyens camerounais, se retrouvent dans la rue, comme vous avez vu le cas de Gisèle Halima ici. Malheureusement, Gisèle Halima, c'est aux États-Unis. Il y a des Camerounais qui dorment dans la rue en France, aux États-Unis. Mais ce que je trouve grave, c'est que dans notre propre pays, le Cameroun, qu'on trouve des cas comme ce que vous venez d'évoquer. Depuis 1987, nos compatriotes, nos parents, nos sœurs et nos mamans dorment encore dans la rue. Pourtant, tout a été fait pour éviter ce genre de choses. Voilà. Vous avez parlé des échanges des courriers avec certains responsables suisses. La dernière correspondance que vous avez eue, c'était avec l'une des responsables de la DDC, ou je ne sais pas comment vous appelez cette organisation. Oui, nous avons eu la correspondance de la DDC suisse. Il s'agit de la correspondance de Madame Micheline Camille Ray. Vous avez le courrier avec vous bon. Il s'agit de la correspondante de Micheline Camille Ray. Est-ce que je peux le lire? Bien sûr, bien sûr. Justement, vous savez, notre émission a un défaut. Pour certains, c'est de dire des choses avec des preuves. Moi, je vous ai dit au début de cette émission, s'il y a des papiers, il y a des preuves qui peuvent permettre à toutes celles de ceux qui nous regardent, notamment les autorités camerounaises, vous avez interpellé le président, notamment lui, qui comprennent qu'il y a eu quelque chose puisqu'il a signé un décret. Il y a aussi des documents des autorités américaines, c'est-à-dire Banque mondiale, des autorités suisses et françaises. C'est pour ça que vous avez le droit de lire le courrier pour que les gens comprennent de quoi est-ce qu'il est question. Ben, le 1er juillet 2004, monsieur, votre courrier du 28 mai 2004 concernant les déguerpis de la zone Nilon à Douala m'est bien parvenu et a retenu toute mon attention. La direction de la coopération et du développement DDC de mon département avait effectivement soutenu le projet d'aménagement de la zone Nilon à Douala, entrepris à partir de 1982 par le gouvernement camerounais et la Banque mondiale. La contribution de la DDC consistait essentiellement à réaliser un marché public et des infrastructures sociales. Elle, en conséquence, offert une assistance technique pour l'aménagement de la zone de recasement, la gestion du processus de recasement, la régulation foncière et la rénovation du bâtiment non touché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là. Donc, je viens, d'après la lecture, c'est depuis 1982. C'est symbolique. Quand je le dis, c'est que ça, c'est l'année où le président de la République accédait à la magistrature suprême en 82, donc écrit, dont cette dame parle dans ce courrier. Mais de l'autre côté, il y a ici la liste
de toutes les autorités, en fait, pas toutes, certaines autorités qui sont concernées par ce projet, qui ont pris le temps, par qui le dossier est passé d'une façon ou d'une autre, mais malheureusement, ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Comment vous expliquez ça? Je vois ici le gouverneur de la région du littoral à l'époque, en 1982-1985. Il s'appelait Kefon Perfura Samuel. Et il y a le préfet du Vouri, tout ce monde-là, les Pokosin Doumbé, les Thomas Tobo Eyoum. Et vous n'avez pas. Comment se fait-il que tout ce monde-là n'ait pas pu faire quelque chose pour vous? Nous avons constaté, les délégués du gouvernement, les préfets du Vouri et le gouverneur de la région du littoral, à plusieurs reprises, mais ça n'a pas dû aboutir à quelque chose. Nos revendications étaient toujours vaines. Nous nous sommes sentis beaucoup plus opprimés et menacés dans nos revendications. Donc, effectivement, il y a aussi la manipulation de monsieur le ministre René Zengler, à cette époque qui était le ministre de l'aménagement du territoire, aussi, et ensuite les manipulations de monsieur le ministre des Finances à cette époque-là. Monsieur Vincent de Paul, je constate qu'il y a, parmi les victimes, il y a d'autres qui ont perdu plus que d'autres. Il y a ceux qui ont perdu leur argent, il y a d'autres qui n'ont pas bénéficié d'indemnisation, ils n'ont pas bénéficié de l'eau, ils ont aussi perdu du fait que, bref, ils se retrouvent dans la rue. Mais comment explique donc aujourd'hui que certaines personnes ont réussi à avancer un peu d'argent pour ne serait-ce que réserver leur lot? Mais comme ils n'ont pas eu assez d'argent pour finir de payer leur lot, ils ont tout perdu. Ils ont perdu les lots, ils ont perdu leur argent, ils n'ont pas été indemnisés, comme d'ailleurs le demande le décret du président de la République. Comment expliquez-vous cette situation-là? Oui, M. Nouma, il y a M. Takoukam Jean-Claude, père de 8 familles, soucieux de la situation de ses enfants. Il s'est donc battu comme un lion pour pouvoir trouver une somme de 100 000 francs où il allait verser à la maïture. Malheureusement, il n'a pas eu la possibilité de finir les 450 000 francs qu'on lui demandait. La maïture a revendu la parcelle de M. Takoukam Jean-Claude et jusqu'à nos jours, la maïture n'a jamais remboursé la somme de 100 000 francs CFA que M. Takoukam Jean-Claude avait versé à la maïture. Malgré toutes les démarches, M. Takoukam se sent lésé dans tous les plans. Le terrain qu'on lui avait immatriculé, on a donc également revendu. Permettez-moi de vous lire, s'il vous plaît, la facture de M. Takoukam Jean-Claude. Maïture 604, reçu numéro 002414. M. Takoukam Jean-Claude, îlot numéro 45428, verse la somme de 100 000 francs CFA pour une parcelle le 3/8/1987. Le cas de M. Takoukam, c'est un cas parmi des centaines de cas de victimes que j'ai, moi, personnellement, Vincent Foutso, rencontré dans des campagnes de sensibilisation que nous avons faites pendant plusieurs années afin de comprendre le problème des victimes. Parce que, vous le savez, M. Nouma, quand on va aller défendre la cause de 502 personnes, il faut quand même comprendre et identifier le problème des personnes afin de savoir comment les aider. Parlant de ceux qui sont devenus fous, alors, qui ont perdu la tête, je dirais ça comme ça, vraiment c'est atroce, c'est violent, c'est dur d'entendre que ces parents, pour ce qui leur appartient, qui leur revient des droits, deviennent fous dans leur pays. Je comprendrai encore le cas de Gisèle Halima, qui se retrouve ici entre le soleil, le froid, l'hiver, et qui perd totalement la tête, ce qui n'est déjà pas normal. Mais dans notre propre pays, comment se manifeste aujourd'hui la situation de nos parents qui sont devenus fous au Cameroun face à cette situation qui est d'ailleurs assez grave?
La situation est vraiment assez grave parce qu'on trouve plusieurs victimes qui ont perdu l'équilibre avec eux-mêmes. Ils vivent de la misère, ils sont dans la dépression, ils sont dans le désarroi, ce qui fait que le taux de mortalité parmi les victimes s'élève de temps en temps. À cause du fait qu'ils n'ont plus d'espoir, ils sont plutôt dans le chagrin. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, ils avaient l'espoir que la maïture, le crédit foncier et le ministère de l'Habitat pouvaient trouver une solution à leurs problèmes. Maintenant, ils comprennent qu'après plus de 23 ans, il n'y a plus d'espoir. Ce qui les met qui crée des chagrins, la dépression, la frustration, ainsi de suite. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous regardent ici que vous êtes le président de l'association Prosofor Afrique qui fait la promotion sociale et la formation et défense des droits de l'homme. À ce titre-là, vous êtes également le représentant, le porte-parole des victimes de la zone Nilon. C'est à ce titre-là que vous nous parlez aujourd'hui. Cette émission tire à sa fin. Alors, si vous avez un message à passer à toutes celles et ceux qui vous regardent, vous savez, nous sommes écoutés aujourd'hui, que ce soit en France ou aux États-Unis. Nous remercions d'ailleurs nos compatriotes qui nous soutiennent depuis un certain moment. Qu'avez-vous à dire à toutes celles et ceux qui vous regardent et qui peuvent vous apporter un soutien d'une façon ou d'une autre, voire des conseils? Oui, je voudrais profiter de l'occasion, M. Nouma, pour attirer l'attention du président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, de faire quelque chose afin d'améliorer la condition de vie des victimes. Car c'est lui qui avait promulgué le décret de 1987 et celui de 1990 dans le but d'améliorer la condition de vie des victimes. Mais jusqu'à nos jours, les victimes restent dans des conditions déplorables. Imaginez-vous que les gens meurent dans leur propre pays, les gens deviennent fous dans leur propre pays, dans un projet financé à 54,7 millions de dollars. Et malgré le décret présidentiel, personne ne s'y préoccupe. C'est pour ça que j'attire encore une fois de plus l'attention du président de la République de faire quelque chose face à cette situation. Lui qui s'est tant soucié de la population de Nilon. De faire quelque chose afin qu'il ne soit tard, car son règne tend vers la fin. Et nous avons besoin de son aide. Sinon, nous resterons dans la misère éternellement. Nous ne baisserons pas les bras, nous allons continuer le combat. Le combat va continuer jusqu'à ce que nous retrouvons nos droits. Je voudrais remercier spécialement tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette émission et je vous remercie, M. Nouma. J'espère que votre message va passer et que celui à qui vous vous adressez, c'est-à-dire le président des Camerounais qui a signé lui-même un décret, et que les contrevenants, tous ceux qui ont volé, même s'ils sont morts, parce que je me rappelle à l'époque, il y avait des gens qui étaient en prison, même dans la tombe. On enchaînait la tombe. C'est-à-dire qu'on vous condamne et on enchaîne la tombe. Je ne sais plus si ça existe. J'espère que le président de la République du Cameroun écoutera votre message, s'il prendra le temps d'écouter, de regarder cette émission. Nous tirons vers la fin. Je vous remercie d'être venu nous voir depuis la Suède et vous repartez demain matin. Et je remercie également toutes celles et ceux qui nous regardent. Comme vous l'avez constaté, c'est la même rengaine, la même routine dans notre pays. Des problèmes qui se passent depuis 1987. Nos parents sont dehors. Vous avez été des milliers et des milliers à soutenir ici Gisèle Halima. Aujourd'hui, je pense que vous ferez un effort de faire la même chose pour nos parents qui sont de l'autre côté du Cameroun, dans la zone Nilon. Le problème n'est pas né aujourd'hui, ça fait depuis 1987. C'est-à-dire le problème est très grave. Si nous sommes sans abri à l'extérieur, nous sommes sans abri chez nous au Cameroun, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie. En attendant, le combat continue. Et avec vous. Au revoir.